Le dernier signal, l'énigme du vol 7B. Le signal perdu. La nuit s'étendait comme un voile de velours noir sur l'aéroport Charles de Gaulle, ponctué par les lumières scintillantes des pistes et le balai incessant des avions. Dans la salle de contrôle baignée par la lueur bleutée des écrans de surveillance, Thomas Mercier effectuait sa 15e année de service en tant que contrôleur aérien. Ses yeux fatigués scrutaient les moniteurs avec une attention particulière, tandis que ses doigts experts dansaient sur le clavier avec une précision mécanique. Il était exactement 2h47 du matin ce 15 novembre, une nuit particulièrement froide pour la saison. Le vol 7B de Transeurope, un Airbus A320 transportant 173 passagers et 6 membres d'équipage, suivait sa trajectoire habituelle en direction de Munich. Rien ne laissait présager que cette nuit ordinaire allait basculer dans l'extraordinaire. Vol 7B, ici tour de contrôle Charles de Gaulle. Conditions météorologiques optimales sur votre trajectoire. Maintenez votre cap actuel, annonça Thomas dans son micro, sa voix calme et professionnelle masquant sa fatigue. Tour de contrôle, ici vol 7B, bien reçu. Altitude stable à 33 000 pieds, conditions normales, répondit le commandant Pierre Durand, un vétéran avec plus de 20 ans d'expérience. Thomas but une gorgée de son café désormais tiède, un rituel qui l'aidait à rester éveillé pendant ses gardes de nuit. À ses côtés, sa collègue Marie-Claire Dubois vérifiait les données météorologiques, une routine bien huilée qu'il pratiquait depuis des années. Soudain, un léger tremblement apparut sur l'écran radar. Presque imperceptible, mais suffisant pour attirer l'attention exercée de Thomas. Le signal du vol 7B fluctuait légèrement, comme une bougie dans le vent. Vol 7B, nous observons une légère perturbation sur nos écrans. Confirmez votre statut, demanda Thomas, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le silence qui suivit dura exactement 3 secondes. 3 secondes qui semblèrent une éternité. Tour de contrôle. La voix du commandant Durand était différente, tendue. Nous observons des anomalies dans nos instruments. Tous nos systèmes semblent fluctuer. Marie-Claire s'approcha du poste de Thomas, son front plissé par l'inquiétude. Les autres contrôleurs commencèrent à tourner la tête vers leur écran, attirés par l'inhabituel dialogue. Précisez la nature des anomalies, vol 7B, demanda Thomas, son professionnalisme prenant le dessus sur son anxiété grandissante. Les compas, ils deviennent fous. Les altimètres aussi. Nous avons des lectures contradictoires sur tous nos. Un grésillement coupa la transmission pendant une fraction de seconde. Instrument. Et il y a cette lumière. Quelle lumière, vol 7B? Pouvez-vous décrire? Le silence revint, plus oppressant cette fois. Dans la salle de contrôle, l'atmosphère était devenue électrique. Chaque respiration semblait suspendue, chaque regard rivé sur l'écran où le point lumineux représentant le vol 7B continuait sa danse étrange. Base, ici vol 7B. Coordonnées 45.8 degrés N, 2.3 degrés E. La voix du commandant était maintenant à peine plus qu'un murmure. Nous observons, astérisque crépitement astérisque, impossible, astérisque statique astérisque, ils sont. Puis plus rien. Le silence total. Sur l'écran, le point représentant le vol 7B disparut. Pas de signal de détresse, pas d'explosion, pas de trajectoire de crash. Juste, rien. Vol 7B, répondez. Vol 7B. La voix de Thomas résonna dans la salle maintenant totalement silencieuse. Pierre, réponds-moi. Marie-Claire était déjà au téléphone, déclenchant les procédures d'urgence. En quelques minutes, la salle de contrôle se transforma en une ruche bourdonnante d'activité. Les équipes de secours furent mobilisées, les autorités alertées, les protocoles de recherche activés. À 200 km de là, dans son petit appartement du 11e arrondissement de Paris, Marc Laurent, journaliste d'investigation pour Le Monde, dormait d'un sommeil agité. Son ordinateur portable était encore ouvert sur son bureau, affichant un article à moitié rédigé sur la corruption dans l'industrie pharmaceutique. Des post-it colorés couvraient les murs, témoins silencieux de ses nombreuses enquêtes en cours. La sonnerie stridente de son téléphone déchira le silence à 3h17 précise. Marc tâtonna dans l'obscurité, son esprit encore embrumé par le sommeil. Laurent, marmonna-t-il en décrochant. Marc, c'est Sophie Dubois. La voix de sa source au ministère des Transports était tendue, presque tremblante. Il faut que tu viennes immédiatement. Quelque chose d'énorme vient de se produire. Marc se redressa dans son lit, soudainement parfaitement éveillé. Il connaissait Sophie depuis 5 ans, et jamais elle ne l'avait appelé au milieu de la nuit. Sophie,
Qu'est-ce qui se passe? Pas au téléphone. Retrouve-moi dans 1 heure au café le petit matin. C'est plus gros que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. La ligne coupa avant qu'il puisse poser d'autres questions. Marc resta quelques secondes immobile, fixant son téléphone dans l'obscurité. Puis il se leva d'un bond, l'adrénaline chassant les dernières traces de sommeil. Pendant qu'il s'habillait rapidement, son esprit journalistique était déjà en éveil, analysant les possibilités. Sophie travaillait au département de la sécurité aérienne. Si elle l'appelait à cette heure, ce devait être lié à un incident majeur. Accident? Attentat? Défaillance technique? Il attrapa son sac contenant son matériel de travail, ordinateur portable, carnet, enregistreur, appareil photo. Des années d'expérience lui avaient appris à toujours être prêt pour l'inattendu. Les rues de Paris étaient presque désertes à cette heure, exception faite des derniers fêtards et des premiers travailleurs. Le taxi le déposa devant le Petit Matin, un de ces cafés parisiens qui ne fermaient jamais vraiment, refuge des noctambules et des insomniaques. Sophie était déjà là, assise à une table dans le fond, une tasse de café intacte devant elle. Son tailleur habituellement impeccable était légèrement froissé, ses cheveux attachés à la hâte. Elle sursauta quand Marc s'assit en face d'elle. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, dit-il doucement, étudiant son visage pâle. » Elle jeta un regard nerveux autour d'eux avant de se pencher en avant. Il y a 1 heure, le vol 7B de Transeurope a disparu des radars au-dessus du Massif central. Marc fronça les sourcils. Un crash? Si seulement c'était aussi simple. Elle sortit une clé USB de sa poche. Avant de disparaître, l'avion a envoyé un signal. Pas un signal de détresse ordinaire. Quelque chose que personne n'arrive à comprendre. Et il y a autre chose. Elle hésita. La signature énergétique enregistrée au moment de la disparition, les experts disent que c'est impossible. Ça ne correspond à rien de connu. Marc prit la clé USB, la faisant tourner entre ses doigts. Les équipes de recherche? Déjà en route. Mais Marc. Elle posa sa main sur la sienne, un geste inhabituel qui le surprit. Fais attention. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Des gens haut placés sont déjà en train de s'agiter. Des appels ont été passés. Des dossiers sont en train d'être classifiés. Tu penses à une dissimulation? Je pense que ce qui s'est passé cette nuit va changer beaucoup de choses. Et certaines personnes feront tout pour contrôler l'histoire. Le serveur approcha, mais Sophie se leva brusquement. Je dois y retourner. Sois prudent avec ces informations. Et Marc. Elle le regarda une dernière fois. Ne fais confiance à personne. Marc resta seul dans le café, la clé USB pesant comme du plomb dans sa poche. À travers la vitre, il pouvait voir les premières lueurs de l'aube qui commençaient à teinter le ciel parisien. Une nouvelle journée commençait, mais pour lui, c'était le début d'une enquête qui allait le mener bien plus loin qu'il ne l'imaginait. Il sortit son téléphone et commença à composer le numéro de son rédacteur en chef. Dans quelques heures, les médias du monde entier parleraient de la disparition mystérieuse du vol 7B. Mais Marc savait déjà que cette histoire allait bien au-delà d'un simple accident d'avion. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette enquête allait non seulement bouleverser sa carrière, mais aussi ébranler les fondements mêmes de ce qu'il croyait possible. Le mystère du vol 7B ne faisait que commencer, et les réponses qu'il allait découvrir dépasseraient ses plus folles imaginations. Les premiers indices. L'aube se levait timidement sur le Massif central, ses premiers rayons perçant difficilement la brume matinale qui enveloppait les collines boisées. Le silence de la nature était régulièrement rompu par le vrombissement des hélicoptères de recherche qui quadrillaient la zone depuis plus de 3 heures. Marc Laurent, les yeux rougis par le manque de sommeil, observait le balai aérien depuis le poste de commandement improvisé dans la petite ville de Clermont-Ferrand. Après son rendez-vous avec Sophie, il avait réussi à convaincre son rédacteur en chef de l'envoyer immédiatement sur place, devançant la plupart de ses confrères journalistes qui commençaient à peine à affluer. Voici les dernières données radar, expliqua le colonel Richard Lemaire, responsable des opérations de recherche, en déployant une carte sur la table de fortune. Le vol 7B a disparu exactement ici, à 45,8 degrés N, 2,3 degrés E. Altitude 33 000 pieds. Pas de signal de détresse conventionnel, pas de débris repérés jusqu'à présent. Marc nota scrupuleusement ces informations dans son carnet, tout en observant les autres personnes présentes dans la pièce. Des militaires, des experts en aviation, des représentants de la protection civile, et une femme qui attirait particulièrement son attention.
Grande, la quarantaine, des cheveux châtains attachés en queue de cheval, elle étudiait intensément les relevés d'instruments sophistiqués. Dr Claire Rousseau se présente à TL en surprenant son regard. Agence nationale de sécurité aérienne. Et vous devez être le journaliste du monde. Les nouvelles vont vite, répondit Marc avec un léger sourire. Dans ce genre de situation, tout va vite. Ou devrait aller vite. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Mais là, quelque chose ne colle pas. Avant que Marc puisse l'interroger davantage, une agitation soudaine secoua le poste de commandement. Un des hélicoptères de recherche venait de signaler quelque chose. Zone Echo 7 annonça une voix grésillante dans la radio. Nous avons repéré une anomalie au sol. Vous devriez venir voir ça. 30 minutes plus tard, Marc faisait partie du petit groupe qui approchait de la zone en question, après une courte randonnée à travers la forêt. Le docteur Rousseau marchait à ses côtés, son équipement d'analyse dans un sac à dos. Le colonel Lemaire menait la marche, accompagné de 2 experts en investigation aéronautique. Ce qu'ils découvrirent les laissa tous sans voix. Au milieu de la forêt s'étendait une clairière parfaitement circulaire, d'environ 100 mètres de diamètre. La végétation y était aplatie, comme si une force invisible avait exercé une pression uniforme du haut vers le bas. Mais ce n'était pas le plus étrange. Les arbres, murmura Claire Rousseau, sortant déjà ses instruments de mesure. Regardez les arbres à la périphérie. Marc s'approcha du bord de la clairière. Les arbres qui formaient le cercle parfait n'étaient pas cassés ou déracinés. Ils étaient courbés. Comme si une force gigantesque les avait délicatement pliés vers l'extérieur, sans les briser. C'est impossible, déclara l'un des experts en secouant la tête. Même un crash d'avion ne pourrait pas provoquer ce genre de motif. Au centre exact de la clairière, des objets personnels étaient éparpillés avec une précision presque chirurgicale, valises intactes, portefeuilles, téléphones portables, livres. Tous parfaitement préservés, comme s'ils avaient été délicatement déposés là. Ne touchez à rien, ordonna le colonel Lemaire quand un des assistants s'approcha d'une valise. Tout doit être photographié et répertorié exactement dans sa position. Marc photographiait frénétiquement la scène, sachant que ces images allaient faire le tour du monde dans les heures à venir. Mais son attention fut attirée par quelque chose d'autre. Une enveloppe jaunie, posée précisément au centre géométrique du cercle. Docteur Rousseau, appela-t-il doucement. Venez voir ça. Claire s'approcha, ses instruments émettant un léger bourdonnement. Personne n'y touche, ordonna-t-elle à son tour. On attend l'équipe de déminage. Marc remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ajustait ses appareils. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire ? Elle le regarda longuement avant de répondre, baissant la voix pour que seul lui puisse l'entendre. Après ce que les instruments ont enregistré cette nuit, je ne sais plus que penser. Les relevés énergétiques, ils défient toutes les lois de la physique que nous connaissons. Le soleil montait progressivement dans le ciel, dissipant la brume et révélant l'étrangeté de la scène dans toute son ampleur. Les équipes scientifiques commencèrent à établir un périmètre, installant leurs équipements sophistiqués tout autour de la clairière. Marc observait leur balai méthodique tout en prenant des notes, mais son esprit tournait à plein régime. Quelque chose dans cette scène lui rappelait les mots de Sophie, certaines personnes feront tout pour contrôler l'histoire. Il sortit discrètement son téléphone et commença à photographier systématiquement chaque objet personnel visible. Les valises portaient des étiquettes avec des noms. Les portefeuilles contenaient probablement des cartes d'identité. Chaque passager du vol 7B avait une histoire, une raison d'être à bord. Et peut-être que l'une de ces histoires contenait la clé du mystère. Un mouvement attira son attention. À la lisière de la forêt, presque cachée par les arbres, 2 hommes en costume sombre observaient la scène. Ils ne portaient pas d'uniforme ni de badge d'identification visible. L'un d'eux parlait dans un téléphone, l'autre prenait des notes sur une tablette. « Qui sont ces hommes ?» demanda Marc à Claire, qui analysait toujours ses relevés. Elle jeta un coup d'œil rapide dans la direction indiquée. « Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui sont arrivés juste après la découverte du site. Ils ne parlent à personne, ils observent juste. » Marc sortit son appareil photo professionnel et zooma discrètement sur les 2 hommes. Au moment où il allait prendre la photo, Claire posa sa main sur son bras. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, murmura-t-elle. Du moins, pas de manière évidente. Pourquoi ? Parce que mes instruments enregistrent des lectures très inhabituelles. Le genre de lecture qui pourrait intéresser beaucoup de monde.
Et pas seulement des scientifiques. Un cri interrompit leur conversation. Une des équipes scientifiques venait de faire une découverte à la périphérie de la clairière. « Colonel, vous devriez voir ça. » Marc et Claire se précipitèrent vers l'endroit indiqué. Un technicien pointait son détecteur vers le sol, où une série de marques étranges étaient visibles dans l'herbe aplatie. « On dirait, des symboles, » murmura le technicien. « Ils ne sont visibles que sous certains angles de lumière. » Claire s'agenouilla pour examiner les marques de plus près. « Ce ne sont pas des symboles aléatoires, » dit-elle après un moment. « C'est un motif qui se répète. Comme un code, » compléta Marc, photographiant mentalement la scène. Les hommes en costume noir s'étaient rapprochés, toujours en retrait mais clairement intéressés par cette nouvelle découverte. Le colonel Lemaire donna rapidement des ordres pour que la zone soit protégée et photographiée sous tous les angles. Mais Marc avait déjà sorti son carnet et reproduisait rapidement les symboles qu'il pouvait voir. C'est alors que son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Sophie, urgence. Dois te parler. Même endroit, 15 heures. Marc regarda sa montre. Il avait 4 heures pour documenter tout ce qu'il pouvait avant de retourner à Paris. Son instinct lui disait que chaque détail pouvait être important, que la réponse au mystère du vol 7B se trouvait peut-être dans les plus infimes observations. Docteur Rousseau, dit-il en se tournant vers Claire qui continuait ses analyses. Je peux vous laisser mon numéro ? J'ai le sentiment que nous aurons besoin de rester en contact. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. D'accord. Mais soyez prudent avec ce que vous publiez. Il y a des choses ici qui... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Des choses qui dépassent notre compréhension actuelle. Pendant qu'ils échangeaient leurs coordonnées, l'équipe de déminage arrivait enfin sur site. L'enveloppe mystérieuse allait bientôt livrer ses secrets. Mais Marc ne pouvait pas attendre. Il devait retrouver Sophie, comprendre pourquoi elle l'avait recontacté si rapidement. En quittant la clairière, il jeta un dernier regard en arrière. Les hommes en costume noir avaient disparu aussi discrètement qu'ils étaient apparus. Dans le ciel, les hélicoptères continuaient leur balai, cherchant en vain des traces d'un avion qui semblait s'être évaporé dans l'air. Une chose était certaine, ce qu'il avait vu dans cette clairière allait changer beaucoup de choses. Et ce n'était que le début. La lettre. Le café le petit matin semblait différent en plein jour. La lumière crue de l'après-midi révélait impitoyablement les traces d'usure sur les banquettes en simili-cuir et les rayures sur les tables en formica. Marc était arrivé en avance, choisissant la même table où Sophie l'avait attendu quelques heures plus tôt. Cette fois, c'était lui qui fixait une tasse de café intacte. Son téléphone vibra. Un message de Claire Rousseau, l'enveloppe a été sécurisée. Contenu troublant. Rappelle-moi dès que possible. Il n'eut pas le temps de répondre. Sophie venait d'entrer dans le café, plus agitée encore que lors de leur première rencontre. Elle s'assit rapidement, jetant des regards nerveux autour d'elle. « J'ai peu de temps, dit-elle sans préambule. Ils savent que j'ai parlé à la presse. Je suis convoqué demain matin pour un transfert administratif à Marseille. » « Qui sont-ils ? demanda Marc, sortant discrètement son enregistreur. « Range ça, ordonna Sophie. Pas d'enregistrement. Ce que je vais te dire, il ne doit pas y avoir de traces. » Marc obtempéra, sortant à la place son carnet. Sophie se pencha en avant, baissant la voix. Le vol 7B n'était pas un vol ordinaire. Parmi les passagers, il y avait le docteur Jean-Pierre Moreau. « Tu connais ce nom ?» Marc secoua la tête. « C'est normal. Son travail est classifié au plus haut niveau. Il était l'un des plus éminents cryptographes du pays. Il travaillait sur un projet top secret lié aux communications quantiques. » Marc nota rapidement ces informations. « Quel genre de projet ? » « Je ne sais pas exactement. Mais ce matin, juste après la découverte du site, une équipe spéciale a été envoyée pour récupérer sa mallette. Sauf qu'elle n'était pas parmi les objets trouvés. Le journaliste repensa aux hommes en costume noir qu'il avait vus sur le site. Ces documents étaient si importants. Sophie eut un rire nerveux. Important ? Marc, depuis ce matin, 3 agences gouvernementales différentes se disputent la juridiction sur cette affaire. Le ministre de la Défense a annulé tous ses rendez-vous. Et il y a des rumeurs sur ce que Moreau avait découvert. Elle s'interrompit brusquement. Un homme venait d'entrer dans le café, costume sombre, oreillette discrète. Il se dirigea vers le comptoir,
commandant un café sans regarder dans leur direction. Je dois partir, murmura Sophie en se levant. Cherche des informations sur le projet Quantum Echo. C'est tout ce que je peux te dire. Elle disparut avant que Marc puisse poser d'autres questions. L'homme au comptoir ne la suivit pas, sirotant tranquillement son café. Marc resta assis quelques minutes, griffonnant des notes apparemment anodines dans son carnet, avant de partir à son tour. 1 heure plus tard, il était dans son appartement, les murs de son salon transformés en tableau d'enquête. Photos du site, notes de terrain, coupures de presse sur les disparitions mystérieuses d'avions dans l'histoire. Son téléphone sonna, Claire Rousseau. « Vous êtes seul ?» demanda-t-elle sans préambule. « Oui. » L'enveloppe ? Elle contenait une seule feuille de papier. Des symboles incompréhensibles et une série de nombres. Et une phrase en français, « La vérité est dans le signal ». Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mêmes symboles que se trouvaient dans l'herbe ? Similaires, mais pas identiques. C'est un système de codage que je n'ai jamais vu. Mais ce n'est pas le plus étrange. Quoi d'autre ? L'analyse du papier. Il est vieux, Marc. Très vieux. Les premiers tests suggèrent qu'il date d'au moins 50 ans. Le silence s'installa pendant quelques secondes. Comment est-ce possible ? Demanda finalement Marc. Ça ne l'est pas. Pas plus que la disparition d'un avion sans laisser de traces. Pas plus que les lectures énergétiques que mes instruments ont enregistrées. Elle fit une pause. Écoutez, je ne devrais pas vous dire ça, mais vous devriez chercher des informations sur l'un des passagers. Le docteur Moreau. Le cryptographe ? Comment savez-vous ? Claire s'interrompit. Peu importe. Oui, le cryptographe. Il travaillait sur quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qui pourrait expliquer. Un bruit de fond l'interrompit. Des voix, des pas. Je dois y aller, dit-elle rapidement. Faites attention à vous. La ligne coupa. Marc resta immobile un moment, fixant son mur d'enquête. Il ouvrit son ordinateur et commença à chercher des informations sur le docteur Moreau et le projet Quantum Echo. Les premières recherches ne donnaient rien. Mais Marc n'était pas devenu l'un des meilleurs journalistes d'investigation de France par hasard. Il avait des méthodes, des contacts, des accès à des bases de données spécialisées. Après 3 heures de recherches intensives, un motif commença à émerger. Le docteur Moreau avait publié plusieurs articles théoriques sur la cryptographie quantique dans les années 2010, avant de disparaître complètement des cercles académiques en 2019. Ces derniers travaux portaient sur la possibilité de communication instantanée, sans limite de distance. La vérité est dans le signal, murmura Marc, relisant ses notes. Son téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu, parking souterrain du centre commercial Léal. Niveau -3. 23h, venez seul. Information sur Quantum Echo. Marc hésita. Tout son instinct de journaliste lui criait que c'était un piège. Mais l'enquêteur en lui ne pouvait pas ignorer cette piste. Il passa les heures suivantes à préparer un plan de secours. Il envoya des copies cryptées de toutes ses notes à 3 collègues de confiance, avec instruction de les publier si quelque chose lui arrivait. Il activa la géolocalisation de son téléphone et la partagea avec son rédacteur en chef. À 22h45, il était dans sa voiture, en route vers Les Halles. La ville nocturne défilait autour de lui, indifférente au mystère qui se jouait dans ses entrailles. Le parking était presque désert à cette heure. Ses pas résonnaient sur le béton alors qu'il descendait vers le niveau -3. Une seule voiture était garée là, une berline noire aux vitres teintées. Une silhouette émergea de l'ombre. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris coupés courts, costume impeccable. « Monsieur Laurent, dit-il d'une voix grave. Je suis Alexandre Keller. Ancien du renseignement militaire. Et j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Pourquoi me contacter ? Parce que ce qui s'est passé avec le vol 7B n'est pas un incident isolé. C'est arrivé avant. Et ça arrivera encore si nous ne faisons rien. » Keller sortit une enveloppe de sa veste. Ceci est une copie des premiers rapports sur Quantum Echo. Le projet original date des années 70. Le docteur Moreau n'a fait que redécouvrir quelque chose qui aurait dû rester enterré. Marc prit l'enveloppe avec précaution. Pourquoi me donner ça ? Parce que la vérité doit sortir. Mais attention. Keller se rapprocha, baissant la voix. Il y a des forces en jeu qui dépassent notre compréhension.
Des gens vont essayer de vous arrêter. D'autres voudront utiliser vos découvertes à leur propre fin. Des bruits de pas résonnèrent dans le parking. Keller serait dit. Je dois partir. Lisez les documents. Et rappelez-vous, la vérité est dans le signal. Mais pas celui que vous cherchez. Il disparut dans l'ombre aussi vite qu'il était apparu, laissant Mark seul avec l'enveloppe. Les pas se rapprochaient. Mark se précipita vers sa voiture, démarra en trombe. Dans son rétroviseur, il aperçut deux hommes en costume noir qui émergeaient de la cage d'escalier. De retour chez lui, les mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe. Les documents étaient vieux, jaunis, certains en français, d'autres en anglais et en russe. Des rapports techniques, des photos en noir et blanc, des diagrammes complexes. Et au milieu de tout ça, une photo qui lui coupa le souffle. Une clairière parfaitement circulaire, identique à celle qu'il avait vue le matin même. La date sur la photo, 15 novembre 1974. Exactement 50 ans plus tôt. Son téléphone sonna. Claire Rousseau. Marc? Les symboles, nous avons réussi à en décoder une partie. Ce n'est pas un message. C'est une formule. Une formule qui pourrait changer notre compréhension de la réalité elle-même. Marc regardait la vieille photo, son esprit tournant à plein régime. Claire, je crois que nous ne sommes pas les premiers à faire cette découverte. Et je pense que le docteur Moreau le savait. Le mystère du vol 7B venait de prendre une dimension encore plus vertigineuse. Et quelque part, dans le silence de la nuit parisienne, d'autres personnes cherchaient les mêmes réponses, pour des raisons qui restaient à découvrir. Conspiration. La pluie battante s'abattait sur Paris depuis l'aube, transformant les rues en rivières miroitantes sous les réverbères. Marc n'avait pas dormi depuis presque 48 heures, ses yeux rougis fixés sur les documents étalés sur son bureau. Les rapports du projet Quantum Echo révélaient une histoire qui défiait l'imagination. Son téléphone vibra pour la 10e fois de la matinée. Message de son rédacteur en chef, demandant où en était son article sur la disparition du vol 7B. Les médias du monde entier spéculaient déjà, parlant d'accidents inexpliqués, de défaillances techniques, même d'interventions extraterrestres. Mais la vérité, Marc le sentait, était encore plus étrange. Un coup frappé à sa porte le fit sursauter. Par le Judas, il reconnut Claire Rousseau, trempée par la pluie, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « J'ai été suivi, dit-elle dès qu'il ouvrit la porte. 2 voitures noires depuis l'ANSA. J'ai réussi à les semer dans le métro, mais... » « Entrez, dit Marc, vérifiant rapidement le couloir avant de refermer la porte à double tour. Claire observa le mur d'enquête qu'il avait construit, les documents et photos reliés par des fils rouges, les notes griffonnées partout. Son regard s'arrêta sur la photo de 1974. « Alors c'est vrai, murmura-t-elle. Ce n'est pas la première fois. Le projet Quantum Echo a commencé dans les années 70, expliqua Marc, lui servant une tasse de café. Une collaboration secrète entre scientifiques français et soviétiques. Ils cherchaient un moyen de communication instantané, sans limite de distance. Comme les travaux du docteur Moreau. Exactement. Mais quelque chose s'est mal passé. En novembre 1974, un avion de recherche transportant une équipe de scientifiques a disparu exactement de la même manière que le vol 7B. Même type de signal, même clairière parfaitement circulaire. Claire sortit son ordinateur portable. Les analyses des symboles sont revenues. C'est un langage mathématique complexe, mais nous commençons à comprendre certains éléments. Regardez. Elle ouvrit une série de fichiers montrant des équations complexes. Ces formules, elles décrivent quelque chose qui ressemble à un tunnel à travers l'espace-temps. Un nouveau coup à la porte les fit tous deux sursauter. Marc fit signe à Claire de se taire et s'approcha silencieusement du Judas. Alexandre Keller se tenait dans le couloir, seul. « Il faut que vous voyiez quelque chose, dit-il dès que Marc ouvrit la porte. Puis, apercevant Claire, « Docteur Rousseau. Je me doutais que nos chemins finiraient par se croiser. »« Vous vous connaissez ?» demanda Marc. « Pas directement, répondit Keller. Mais j'ai suivi ses travaux sur les anomalies quantiques. Des recherches fascinantes et dangereuses. » Claire se raidit. « Comment connaissez-vous mes recherches ? Elles sont classifiées. Comme l'était celle du docteur Moreau. Comme l'était le projet Quantum Echo. » Keller sortit une clé USB de sa poche. « Ce que je vais vous montrer pourrait nous coûter la vie à tous les trois. Mais vous devez savoir.
Les fichiers sur la clé révélèrent une vérité stupéfiante. Le projet Quantum Echo n'avait jamais vraiment cessé. Pendant des décennies, une organisation secrète avait poursuivi les recherches, recrutant les esprits les plus brillants, dont le docteur Moreau. Il cherchait à créer des portes, expliqua Keller. Des points de passage à travers l'espace-temps. Le docteur Moreau avait réussi. Mais quelqu'un d'autre voulait cette technologie. Un bruit de verre brisé les fit tous plonger au sol. Une balle traversa la pièce, se logeant dans le mur opposé. À terre, cria Keller, sortant un pistolet de sa veste. Mark rampa jusqu'à son bureau, attrapant son ordinateur portable et les documents les plus importants. Claire, blanc comme un linge, serrait son propre ordinateur contre elle. Par ici, ordonna Keller, les guidant vers la sortie de secours. J'ai une voiture au coin de la rue. Ils dévalèrent les escaliers de service, le bruit de pas lourds résonnant au-dessus d'eux. Dans la ruelle derrière l'immeuble, une berline noire les attendait, moteur tournant. Montez. À peine les portières claquées, la voiture démarra en trombe. Mark se retourna pour voir deux hommes en costume noir émerger dans la ruelle, leurs armes luisant sous la pluie. « Qui sont-ils » demanda-t-il, le cœur battant. « Une division spéciale » répondit Keller, prenant un virage serré. « Officiellement, ils n'existent pas. Leur mission est de protéger certains secrets, à tout prix. » Claire travaillait déjà sur son ordinateur. Les équations dans la lettre, elles décrivent une fréquence spécifique. Je pense que c'est la clé du signal. Le docteur Moreau savait qu'il le surveillait, dit Keller. Il a caché les véritables informations dans un code que seuls certains pourraient comprendre. La voiture filait à travers Paris, évitant les grandes artères. Mark remarqua que Keller prenait systématiquement des détours, vérifiant constamment les rétroviseurs. Où allons-nous ? Dans un endroit sûr. J'ai des amis, des gens qui veulent aussi que la vérité éclate. Le téléphone de Mark vibra. Un message de Sophie, ils m'ont eu. Désolé. Fais attention. Nous devons faire vite, dit-il, montrant le message aux autres. Combien de temps avant qu'ils ne nous retrouvent ? Pas longtemps, répondit Keller. Mais nous avons un avantage, ils ne savent pas ce que nous savons. Claire leva les yeux de son écran. Je pense avoir compris une partie du code. Le signal du vol 7B, ce n'était pas un appel de détresse. C'était une activation. Une activation de quoi ? Demanda Mark. D'une porte, répondit Keller. Le docteur Moreau avait prévu tout ça. La disparition de l'avion, les documents laissés sur place, même notre rencontre. C'était son plan de secours. La voiture s'engagea dans une ruelle étroite du 18e arrondissement, s'arrêtant devant un vieil entrepôt. Nous y sommes, annonça Keller. À l'intérieur, vous trouverez tout ce dont nous avons besoin pour comprendre, et peut-être reproduire, ce que le docteur Moreau a fait. Ils entrèrent dans l'entrepôt, Mark découvrant avec stupéfaction un laboratoire sophistiqué caché derrière la façade délabrée. Des écrans couvraient les murs, affichant des données en temps réel. Bienvenue dans le véritable projet Quantum Echo, dit Keller. Ou du moins, ce qu'il en reste. Claire s'installa immédiatement devant un des ordinateurs, ses doigts volant sur le clavier. C'est incroyable. Ces données, elles correspondent parfaitement aux équations de la lettre. Mark observait les écrans, reconnaissant certains des symboles trouvés dans la clairière. Tout était planifié, n'est-ce pas ? Le vol 7B, la disparition, les indices laissés derrière. Le docteur Moreau savait qu'ils allaient tenter de s'emparer de sa découverte, expliqua Keller. Alors il a fait la seule chose possible, il l'a mise hors de leur portée. Mais pas avant de laisser un moyen de la retrouver. Un bip sonore émana de l'un des ordinateurs. Claire se figea. Oh mon Dieu ! Quoi ? Demandèrent Mark et Keller simultanément. Le signal, ce n'était pas seulement un message ou une activation. C'était des coordonnées. Pas géographiques, temporelles. Le silence tomba sur le laboratoire. Mark fut le premier à comprendre. Le vol 7B n'a pas disparu dans l'espace. Non, confirma Claire. Il a voyagé dans le temps. Et maintenant, nous savons où, et quand. Des bruits de moteurs se firent entendre à l'extérieur. Keller se précipita vers une fenêtre. Ils nous ont trouvés. Claire, téléchargez toutes les données. Mark, rassemblez tous les documents. Nous avons moins de 5 minutes. Alors qu'ils s'activaient frénétiquement, Mark réalisa que leur découverte changeait tout.
Ce n'était plus seulement l'histoire d'un avion disparu. C'était l'histoire d'une technologie qui pourrait transformer le monde, ou le détruire. Et quelque part, dans un autre temps, le docteur Moreau et les passagers du vol 7B les attendaient, gardant des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Le code. L'aube se levait sur un Paris encore endormi lorsque Marc, Claire et Keller émergèrent d'une bouche de métro dans le 13e arrondissement. Ils avaient passé la nuit à fuir, changeant constamment de direction, utilisant les tunnels du métro pour brouiller leur piste après leur fuite précipitée du laboratoire. Par ici, murmura Keller, les guidant vers un vieil immeuble dont la façade défraîchie se fondait parfaitement dans le paysage urbain. J'ai un appartement au 5e étage. L'appartement en question ressemblait plus à un bunker qu'à un lieu de vie. Pas de fenêtres, des murs couverts d'isolants acoustiques, et une constellation d'écrans et d'équipements électroniques sophistiqués. Home sweet home, dit Keller avec un demi-sourire. Installez-vous. Nous avons du travail. Claire sortit immédiatement son ordinateur portable, miraculeusement sauvé lors de leur fuite. Les données du laboratoire qu'elle avait réussi à télécharger s'affichèrent sur les écrans muraux. Les coordonnées temporelles sont complexes, expliqua-t-elle, ses doigts volant sur le clavier. Ce n'est pas comme dans les films, on ne peut pas simplement entrer une date et appuyer sur un bouton. Le temps est fluide, dynamique. Marc étalait les documents récupérés sur une table, organisant chronologiquement les rapports du projet Quantum Echo. Selon ces documents, les premières expériences ont commencé en 1972. Les soviétiques avaient découvert une anomalie temporelle dans la région de Sibérie. Le projet Quantum Echo n'était qu'une couverture, intervint Keller, préparant du café. L'objectif réel était de comprendre et reproduire cette anomalie. Les communications quantiques n'étaient qu'un effet secondaire. Claire se redressa soudainement. Attendez, ces séquences. Elle pointa du doigt une série de chiffres qui défilaient sur l'écran. Elles suivent un motif. Le même que celui trouvé dans la lettre du docteur Moreau. Marc s'approcha, son carnet à la main. Les symboles de la clairière, ils font partie du même code. Pas exactement, répondit Claire, son excitation à peine contenue. C'est comme si les symboles étaient une clé, et ces séquences le verrou. Le docteur Moreau n'a pas seulement laissé un message, il a laissé un mode d'emploi. Keller observait les écrans avec une intensité particulière. Il savait qu'il viendrait pour lui. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser sa découverte devenir publique. Qui sont-ils exactement, demanda Marc, sortant son enregistreur. Keller hésita avant de répondre. Une organisation qui existe depuis la guerre froide. Pas officiellement, bien sûr. Ils se font appeler les gardiens. Leur mission est de contrôler certaines découvertes jugées trop dangereuses pour l'humanité. Comme le voyage dans le temps, murmura Claire, toujours concentrée sur ses écrans. Exactement. Imaginez le chaos si cette technologie tombait entre de mauvaises mains. Des terroristes modifiant le passé, des gouvernements effaçant leurs erreurs, des entreprises manipulant les marchés. Marc prenait frénétiquement des notes. Mais le docteur Moreau a décidé de passer outre. Il pensait que la connaissance ne devait pas être contrôlée, expliqua Keller. Que l'humanité avait le droit de savoir, de comprendre. C'est pour ça qu'il vous a choisi, Marc. Moi? Il suivait votre travail. Vos enquêtes sur la corruption gouvernementale, sur les projets militaires secrets. Il savait que vous ne lâcheriez pas l'affaire. Un bip sonore émana de l'ordinateur de Claire. Je crois que j'ai quelque chose. Les séquences, elles décrivent un processus. Une méthode pour générer un champ temporel stable. Elle projeta une série d'équations sur le mur. Des formules complexes s'entremêlaient avec des diagrammes en 3 dimensions. C'est magnifique, souffla-t-elle. Le docteur Moreau a résolu le paradoxe de la causalité. Il a trouvé un moyen de créer des bulles temporelles isolées, des poches où le temps peut être manipulé sans affecter le continuum principal. En français, s'il vous plaît, demanda Marc. Il a trouvé un moyen de voyager dans le temps sans risquer de changer le passé ou de créer des paradoxes. C'est comme créer une simulation parfaite du passé, mais réelle. Keller s'approcha des équations. Le vol 7B, il n'a pas simplement disparu dans le temps. Il est entré dans une de ces bulles. Exactement, confirma Claire. Et d'après ces données, la bulle est stable. L'avion et ses passagers sont en sécurité, figés dans un moment parfait, attendant. Attendant quoi? Demanda Marc. Attendant que quelqu'un comprenne le message et vienne les chercher, répondit Keller.
Un silence tomba sur la pièce alors qu'ils réalisaient l'ampleur de leur découverte. Ce n'était plus seulement une enquête journalistique ou une curiosité scientifique. C'était une mission de sauvetage à travers le temps lui-même. Claire se remit au travail avec une énergie renouvelée. Les coordonnées temporelles sont codées dans une séquence de Fibonacci modifiée. C'est brillant. Les gardiens chercheraient des mathématiques avancées, des équations quantiques complexes. Mais le docteur Moreau a utilisé des mathématiques basiques, cachées en pleine vue. Marc observait les chiffres défiler sur l'écran. Combien de temps avant de pouvoir localiser précisément la bulle temporelle? Quelques heures, peut-être moins. Le vrai défi sera de... Elle s'interrompit brusquement. Sur un des écrans de surveillance, une voiture noire venait de s'arrêter devant l'immeuble. Ils nous ont retrouvés, dit Keller, sortant son arme. Claire, combien de temps vous faut-il pour terminer le décodage? 20 minutes, minimum. Vous en avez 10. Marc, aidez-moi à barricader la porte. Pendant que Claire travaillait frénétiquement sur le code, Marc et Keller empilaient meubles et équipements devant l'unique entrée. Des bruits de pas résonnaient déjà dans la cage d'escalier. Si quelque chose tourne mal, dit Keller à Marc, prenez Claire et les données. Trouvez un homme nommé Jacques Lemoine à Marseille. C'est un ancien du projet. Il pourra vous aider. Et vous? J'ai vécu une longue vie, monsieur Laurent. J'ai vu des choses que vous ne pourriez pas imaginer. Si je peux donner aux autres une chance de comprendre. Un coup sourd ébranla la porte. Puis un autre. J'ai terminé, cria Claire. J'ai les coordonnées complètes. Sauvegardez tout, ordonna Keller. Vite. La porte commençait à céder sous les coups répétés. Marc aida Claire à rassembler leurs affaires, copiant frénétiquement les données sur plusieurs clés USB. Par ici, dit Keller, ouvrant une trappe dissimulée dans le sol. Ça mène aux caves. Il y a une sortie sur la rue parallèle. Un dernier coup, et la porte vola en éclats. Des hommes en noir s'engouffrèrent dans l'appartement. Allez-y, cria Keller, ouvrant le feu pour couvrir leur fuite. Marc et Claire se glissèrent dans le passage, refermant la trappe au son des échanges de tirs. Dans l'obscurité du tunnel, leur respiration haletante semblait assourdissante. Par là, murmura Claire, guidée par la faible lueur de son téléphone. Ils émergèrent dans une ruelle déserte, le bruit de la fusillade étouffé par les murs épais de l'immeuble. Sans un mot, ils se mirent à courir. Ce n'est qu'une heure plus tard, cachés dans un café bondé près de la gare Montparnasse, qu'ils osèrent regarder les données sauvées. Sur l'écran de l'ordinateur de Claire, une série de chiffres clignotait doucement. « Ce sont les coordonnées ?» demanda Marc. Claire hocha la tête. Pas seulement quand et où. Le docteur Moreau a aussi laissé des instructions sur comment ouvrir un portail vers la bulle temporelle. Mais nous aurons besoin d'équipements spécialisés. Marseille, dit Marc. Nous devons trouver Jacques Lemoine. Claire referma son ordinateur. Les gardiens seront à notre recherche. Ils surveilleront les gares, les aéroports. Alors nous prendrons la route. J'ai une vieille voiture garée dans un parking longue durée. Ils ne la connaissent pas. Ils se levèrent, se fondant dans la foule des voyageurs. Quelque part au-dessus d'eux, dans une bulle de temps figée, le vol 7B et ses passagers attendaient. Et quelque part dans Marseille, un homme détenait peut-être les clés pour les atteindre. La chasse au trésor temporel ne faisait que commencer. Révélation. L'attaque contre le bureau de Marc survint par une nuit d'orage, alors que Paris dormait sous une pluie battante. Le bruit du verre brisé résonna dans l'obscurité comme un coup de tonnerre, faisant sursauter Claire qui était penchée sur les dernières séquences du code. Marc éteignit instantanément les lumières, plongeant la pièce dans une obscurité totale, uniquement percée par les éclairs qui illuminaient sporadiquement la ville. « Ne bougez pas » chuchota-t-il à Claire, en se dirigeant silencieusement vers son bureau. Dans le tiroir du bas, sous une pile de dossiers, se trouvait un petit appareil photo numérique. Ce n'était pas un hasard s'il l'avait placé là. Depuis des semaines, Marc documentait chaque élément de leur enquête, créant des copies de sauvegarde dispersées dans plusieurs endroits à travers la ville. La paranoïa, qu'il avait d'abord considérée comme excessive, se révélait maintenant être de la prudence justifiée. Les bruits de pas dans l'escalier se rapprochaient. Claire, qui avait retrouvé son sang-froid, rassemblait frénétiquement les documents les plus importants, les glissant dans une chemise qu'elle dissimula sous son chemisier. Les années passées à travailler pour l'Agence nationale de sécurité aérienne lui avaient appris à garder son calme dans les situations critiques.
Par l'escalier de service, murmura Marc, en ouvrant une porte dérobée que même ses collègues ignoraient. L'ancien immeuble parisien, avec ses passages secrets et ses doubles issues, allait leur sauver la vie cette nuit-là. Ils s'échappèrent de justesse, entendant derrière eux le fracas de la porte principale qui cédait sous les coups. Dans la rue, la pluie les trempa jusqu'aux os en quelques secondes, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Marc connaissait un petit café ouvert toute la nuit, tenu par un vieil ami qui ne posait jamais de questions. Une fois installés dans l'arrière-salle du Café des Artistes, ils purent enfin examiner ce qu'ils avaient sauvé. Les documents révélaient une vérité qui dépassait leurs pires craintes. Le vol 7B n'était pas un simple vol commercial. Les données confidentielles, que Claire avait réussi à extraire des serveurs de l'agence avant que tout ne soit effacé, montraient une liste de passagers bien différente de celle officiellement publiée. « Regarde ça », dit Claire en pointant un nom sur la liste. Dr. Elena Kovacs, physicienne quantique. Et là, professeur James Chen, expert en cryptographie appliquée. Ce n'était pas un hasard s'ils étaient tous sur ce vol. Marc sortit son carnet, ses mains encore tremblantes d'adrénaline. Le docteur Moreau devait le savoir. Il avait prévu quelque chose. Les heures suivantes furent consacrées à l'analyse minutieuse de chaque document. Le projet sur lequel travaillait Moreau n'était pas simplement révolutionnaire, il était potentiellement dangereux. La technologie de communication qu'il développait permettait de transmettre des informations instantanément, sans aucune possibilité d'interception. Pas de délai, pas de traces, pas de limite de distance. C'est pour ça qu'ils ont fait disparaître l'avion, murmura Claire, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle comprenait enfin. Ce n'était pas pour voler la technologie. C'était pour l'empêcher d'être rendu public. À ce moment, le téléphone de Marc vibra. Un message de Keller, rendez-vous immédiat. J'ai trouvé quelque chose. Métro Châtelet, sortie Saint-Jacques. Dans les tunnels humides du métro parisien, Keller les attendait, l'air plus grave que d'habitude. Son costume habituellement impeccable était froissé, et une égratignure fraîche barrait sa joue. J'ai réussi à remonter la piste de l'argent, dit-il sans préambule. Des transferts massifs, des sociétés écrans, tout remonte à un consortium international. Des entreprises de technologie, des gouvernements, des organisations privées. Ils ont tous investi des milliards dans le développement de leur propre système de communication quantique. Et Moreau allait tout bouleverser, compléta Marc. Exactement. Sa découverte aurait rendu obsolètes des années de recherche et des investissements colossaux. Mais ce n'est pas le pire. Keller sortit de sa sacoche un dossier usé. J'ai retrouvé d'anciens rapports du renseignement militaire. Il y a eu d'autres accidents similaires. Des scientifiques qui disparaissent, des découvertes qui s'évanouissent dans l'air. Le vol 7B n'était que le plus récent d'une longue série. Claire s'appuya contre le mur du tunnel, le visage pâle. Les passagers. Vous pensez qu'ils sont encore en vie? J'en suis certain, répondit Keller. Ils sont trop précieux pour être éliminés. Ces scientifiques représentent des décennies de recherche et de connaissances irremplaçables. Le deuxième point de bascule de leur enquête survint lorsque Claire, qui continuait à travailler sur le code pendant leur conversation, laissa échapper une exclamation. Les derniers chiffres. Ce ne sont pas des coordonnées de crash. C'est une localisation. 45°17N, 6°45E. Dans les Alpes françaises. Marc se pencha sur les chiffres. Un bunker militaire? Pas exactement, répondit Keller, son visage s'assombrissant. C'est une ancienne installation de la guerre froide. Officiellement abandonnée depuis des décennies. Mais j'ai vu des rapports récents mentionnant une activité inhabituelle dans le secteur. Des mouvements de véhicules, des livraisons de matériel. Moreau savait, dit Marc, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Il savait qu'ils allaient essayer de faire disparaître sa découverte. Le message codé, la lettre, tout était prévu. Il nous a laissé un chemin à suivre. Claire sortit son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Les relevés sismiques de la région montrent une activité souterraine importante. Des vibrations régulières, comme si quelqu'un avait construit quelque chose en profondeur, termina Keller. Marc regarda ses deux compagnons, mesurant le poids de leur découverte. Alors, c'est là qu'ils les gardent. Les passagers, la technologie, tout. Pas seulement, dit Keller. Je pense que c'est là qu'ils gardent tous leurs secrets. Années de disparition, de technologie volée, de vérité cachée. Tout est enterré dans ce bunker.
Un bruit de pas dans le tunnel les fit sursauter. Des voix approchaient, l'écho les rendant menaçantes dans l'espace confiné. « Il faut bouger, dit Marc. Ils nous ont retrouvés. » Alors qu'ils se précipitaient vers la sortie, Claire serra contre elle les précieux documents. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Marc s'arrêta brièvement, son regard déterminé. « On continue. On trouve ce bunker. On découvre la vérité. Et on la révèle au monde. Ce ne sera pas facile, avertit Keller. Ils ont des ressources infinies, des connexions partout. Peut-être, répondit Marc. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, nous savons où chercher. Et plus important encore, nous avons la vérité de notre côté. Alors qu'ils émergeaient dans la nuit parisienne, la pluie avait cessé. Les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, promesse d'un nouveau jour et peut-être, enfin, de réponse au mystère qui les hantait depuis des semaines. Le temps pressait. Quelque part dans les Alpes, dans un bunker secret, des dizaines de vies étaient en suspens. Et avec elles, une découverte qui pouvait changer le cours de l'histoire. Marc savait que les prochaines heures seraient décisives. La course contre la montre venait de commencer. L'affrontement. La nuit était tombée sur les Alpes lorsque Marc, Claire et Keller s'approchèrent du bunker. L'air glacial mordait leur visage tandis qu'ils observaient la structure massive, à moitié enfouie dans la montagne. Des lumières artificielles illuminaient faiblement le périmètre, où des hommes en tenue tactique patrouillaient méthodiquement. 6 gardes visibles, chuchota Keller, ses jumelles de vision nocturne scrutant l'entrée principale. Probablement le double à l'intérieur. Son expertise militaire était précieuse, mais même lui semblait tendu face à cette situation extraordinaire. Une grimace traversa son visage alors qu'il réajustait son équipement, sa blessure à l'épaule, souvenir d'une précédente confrontation, le faisait encore souffrir. Claire sortit de son sac un appareil sophistiqué, une sorte de détecteur qu'elle avait développé spécialement pour cette mission. Les relevés énergétiques sont similaires à ceux de la nuit de la disparition, murmura-t-elle, ses yeux rivés sur l'écran qui émettait une lueur bleutée. Quoi qu'il cache là-dedans, ça génère une signature quantique importante. Marc vérifia une dernière fois son équipement, micro-caméra, enregistreur numérique, et le petit appareil de communication que Keller leur avait fourni. En tant que journaliste, il n'était pas formé pour ce genre d'infiltration, mais l'enquête sur le vol 7B l'avait transformé. 3 mois de recherche, de menaces et de découvertes l'avaient endurci. Le plan reste le même, articula Keller en déployant une carte tactique. Nous utilisons l'entrée de service sur le flanc est. Les changements de garde ont lieu toutes les 2 heures. Dans 7 minutes exactement, nous aurons une fenêtre de 30 secondes. Le trio se déplaça silencieusement dans l'obscurité, profitant de chaque ombre, de chaque repli de terrain. L'entraînement que Keller leur avait dispensé ces dernières semaines portait ses fruits, leurs mouvements étaient précis, coordonnés. Claire, malgré son background scientifique, s'était révélée étonnamment douée pour l'infiltration. L'entrée de service était dissimulée derrière un enchevêtrement de végétation alpine. Keller sortit un dispositif électronique sophistiqué de son sac. Système de sécurité militaire standard, murmura-t-il. Mais modifié par des civils. Amateurs. Ses doigts volèrent sur le clavier tandis que Claire montait la garde et que Marc documentait chaque instant avec sa micro-caméra. Le premier obstacle fut franchi en silence. À l'intérieur, l'air était différent, plus dense, chargé d'électricité statique. Les murs de béton brut suintaient d'humidité, mais l'installation électrique semblait ultramoderne. Des câbles high-tech couraient le long des plafonds, tous convergeant vers les niveaux inférieurs. Ils progressèrent méthodiquement, évitant les caméras de surveillance grâce au plan que leur contact leur avait fourni. Mais quelque chose n'allait pas, trop facile, murmura Keller, son expression trahissant son inquiétude. Au détour d'un couloir, ils tombèrent sur leur première preuve concrète, une mallette abandonnée portant le logo de Trans-Europe Airlines, compagnie du vol 7B. Marc la photographia rapidement tandis que Claire relevait des mesures avec son détecteur. Les signatures énergétiques augmentent, chuchota-t-elle. Nous approchons de quelque chose d'important. C'est alors que tout bascula. Une alarme silencieuse dut se déclencher, car soudain, des pas résonnèrent dans le couloir adjacent. Keller réagit instantanément, poussant Marc et Claire dans un renfoncement obscur. 3 gardes passèrent en courant, leur radio grésillant d'ordres urgents. Ils savent que nous sommes là, siffla Keller. Il faut se séparer. Claire, tu prends l'escalier nord vers les laboratoires. Marc, avec moi vers les niveaux inférieurs. On se retrouve au point d'extraction dans 20 minutes.
Claire hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. Elle serra brièvement la main de Mark avant de disparaître dans l'obscurité, son détecteur toujours actif. Mark la regarda partir, un mauvais pressentiment lui nouant l'estomac. Keller et Mark s'enfoncèrent plus profondément dans le bunker. Les couloirs devenaient plus étroits, plus anciens. Installation de la guerre froide, expliqua Keller en passant devant des panneaux en cyrillique défraîchis. Reconvertis pour des projets classifiés. Un bruit de lutte et un cri étouffé leur parvinrent des étages supérieurs. Claire, murmura Mark, faisant demi-tour. Keller le retint fermement. Si tu y retournes, tu la condamnes. Continue. Trouve les preuves. C'est notre seule chance de les faire tomber. La rage au cœur, Mark suivit Keller. Ils atteignirent une zone différente du bunker, visiblement rénovée récemment. Des laboratoires sophistiqués s'alignaient derrière des baies vitrées blindées. Dans l'un d'eux, un équipement qu'ils reconnurent immédiatement, le système de communication quantique du docteur Moreau. Regarde, souffla Keller, pointant une salle sécurisée. À travers le verre, ils pouvaient voir des dizaines d'écrans montrant des images de surveillance. L'une d'elles montrait un hangar immense, et là, pratiquement intact, le vol 7B. Mais ils n'eurent pas le temps d'en voir plus. Une détonation résonna, et Keller s'effondra, touché à la jambe. Derrière eux, une équipe tactique complète les tenait en joue. Impressionnant d'être arrivé jusqu'ici, déclara une voix familière. Marcus Wagner, PDG de Quantum Tech Industries, émergea de l'ombre, un dossier à la main. Mais c'est terminé. Nous avons déjà transféré les passagers. Dans quelques heures, cet endroit sera vide, et vous n'aurez aucune preuve. Mark, les mains en l'air, sentait le poids de son enregistreur dans sa poche. Tout était enregistré. Il ne lui restait qu'à espérer pouvoir transmettre les données. Wagner s'approcha, feuilletant négligemment son dossier. Le projet Moreau était trop important pour être laissé aux mains des gouvernements. La communication quantique instantanée. Imaginez le pouvoir que cela représente. Les marchés financiers, les communications militaires, la surveillance globale. Nous façonnons l'avenir. En kidnappant des innocents, cracha Mark. En détournant un avion? Wagner sourit froidement. Des dommages collatéraux nécessaires. Les passagers seront libérés, une fois que nous aurons sécurisé nos objectifs. Quant à vous? Une explosion soudaine secoua le bunker, faisant vibrer les murs. Les lumières vacillèrent. Dans la confusion, Keller, malgré sa blessure, renversa le garde le plus proche. Mark plongea pour éviter les tirs, roulant derrière un bureau renversé. À travers les haut-parleurs de sécurité, une voix retentit, intrus dans les niveaux supérieurs. Les forces spéciales ont pénétré le périmètre. Claire. Elle avait réussi à donner l'alerte. Les renforts qu'ils avaient positionnés en attente intervenaient enfin. Wagner hurla des ordres, mais le chaos s'était déjà installé. Des explosions secondaires retentirent, le système de ventilation diffusa soudain un gaz opaque. Mark vit Keller ramper vers la sortie, laissant une traînée de sang derrière lui. Dans la confusion, Mark réussit à atteindre la salle de contrôle. Ses doigts volèrent sur le clavier, transférant autant de données que possible vers le serveur sécurisé que Claire avait préparé. Images de surveillance, données du projet Moreau, localisation des passagers. Un impact violent le projeta au sol. Wagner, le visage déformé par la rage, braqua son arme sur lui. Vous ne comprenez pas. Nous protégeons ces secrets depuis des décennies. Le vol 7B n'était qu'un élément d'un plan plus vaste. Une silhouette émergea silencieusement derrière Wagner. Claire, le visage contusionné mais déterminé, tenait un extincteur. L'impact fut brutal. Wagner s'écroula. Les forces spéciales sécurisent le bâtiment, halta Claire. Les passagers sont dans un complexe souterrain à 2 km. Une autre équipe est en route. Mark termina le transfert des données. Et le docteur Moreau? Claire secoua la tête. Aucune trace. Mais j'ai trouvé ceci. Elle sortit une clé USB de sa poche. Ses recherches complètes. Il avait tout prévu. Le signal de détresse, le crash mis en scène, tout était calculé pour exposer l'organisation de Wagner. Ils retrouvèrent Keller, que les médics évacuaient déjà. Dehors, l'aube se levait sur une scène de chaos contrôlé. Les forces spéciales embarquaient des hommes menottés dans des véhicules blindés. Des équipes scientifiques commençaient à sécuriser les laboratoires.
Marc observait la scène, son enregistreur toujours en marche. L'histoire du siècle, et il avait toutes les preuves. Mais quelque chose le troublait encore. Le docteur Moreau, dit Claire, devinant ses pensées. Pourquoi disparaître? Pourquoi ne pas nous contacter directement? Un agent leur apporta un message, trouvé dans le bureau de Wagner. Une simple phrase, ce n'est que le début. D'autres vérités doivent être révélées. Marc regarda l'horizon, où les premiers rayons du soleil illuminaient les sommets enneigés. L'affaire du vol 7B était résolue, mais il sentait que leur enquête ne faisait que commencer. Quelque part, le docteur Moreau les attendait, avec d'autres secrets à révéler, d'autres mystères à résoudre. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, des coordonnées, suivi d'un mot. Bientôt. L'aventure n'était pas terminée. Le dernier signal. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'assaut du bunker alpin. Le printemps parisien baignait les rues d'une douce lumière dorée, mais Marc Laurent ne parvenait pas à savourer la beauté de la saison. Dans son bureau au journal Le Monde, les murs étaient encore couverts de photos, de documents et de notes concernant l'affaire du vol 7B. Chaque matin, il scrutait ces éléments, cherchant des détails qu'il aurait pu manquer. L'article principal était prêt, fruit de semaines d'écriture méticuleuse et de vérifications exhaustives. Le mystère du vol 7B résolu, le titre semblait presque ironique maintenant. Car si l'énigme initiale était élucidée, de nouvelles questions plus troublantes encore avaient émergé. Son téléphone vibra, un message de Claire Rousseau. Depuis les événements du bunker, elle avait été promue à la tête d'une nouvelle unité de recherche, spécialement créée pour étudier les implications des découvertes du docteur Moreau. Réunion d'urgence. 14 heures, les anciennes catacombes. Marc sourit malgré lui. Claire avait développé une paranoïa presque compréhensible concernant la sécurité. Les catacombes étaient devenues leur lieu de rendez-vous privilégié, pas les sections touristiques, mais les passages oubliés, où les systèmes de surveillance modernes n'avaient pas leur place. En descendant les escaliers humides menant aux profondeurs de Paris, Marc repensa aux événements qui avaient suivi l'assaut du bunker. Les passagers du vol 7B avaient tous été retrouvés, désorientés mais indemnes, dans l'installation souterraine. La plupart ne gardaient que des souvenirs confus de leur détention. Les examens médicaux avaient révélé des traces de sédatifs sophistiqués dans leur sang. Marcus Wagner et ses complices avaient été arrêtés, mais le procès s'annonçait complexe. Des gouvernements étrangers commençaient à s'intéresser à l'affaire, certains réclamant l'extradition des accusés. Les enjeux dépassaient largement le cadre d'un simple détournement d'avion. Claire l'attendait dans une petite chambre voûtée, éclairée par des LED portatives. Son nouveau statut ne l'avait pas changé, même tailleur impeccable, même regard intense. Mais quelque chose dans son expression alarma Marc immédiatement. « Nous avons un problème, dit-elle sans préambule. Les données du docteur Moreau, elles sont incomplètes. » « Comment ça, incomplètes ?» Marc s'assit sur une vieille caisse en bois. « Nous avons récupéré tous ces fichiers dans le bunker. » Claire secoua la tête, déployant son ordinateur portable. « C'est ce que nous pensions. Mais mes équipes ont découvert des incohérences. Des références à des expériences dont nous n'avons pas les données. Des équations qui mènent nulle part. C'est comme si Moreau avait délibérément dissimulé une partie de ses recherches, compléta Marc. Exactement. Et ce n'est pas tout. Claire pianota sur son clavier. Regarde ces relevés énergétiques. Ils proviennent de différents sites à travers l'Europe. Des signatures quantiques similaires à celles du bunker, mais plus faibles, plus dispersées. Marc se pencha sur l'écran. Des points lumineux parsemaient la carte, formant un motif qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. D'autres installations, suggéra-t-il. Possible. Mais pourquoi les maintenir actives après la chute de Wagner? À moins que... Elle fut interrompue par le bruit de pas résonnant dans le tunnel. Ils se figèrent, mais c'était Keller qui émergea de l'obscurité. Sa démarche était encore légèrement boiteuse, séquelle de sa blessure, mais son regard était plus vif que jamais. « Désolé du retard, dit-il en s'approchant. La surveillance sur moi s'est intensifiée. J'ai dû faire 3 détours pour être sûr de ne pas être suivi. » Des ennuis, demanda Marc. Disons que certaines personnes au sein du renseignement militaire n'apprécient pas que j'aide des journalistes. Il sourit faiblement. Mais j'ai des informations qui valent le risque. Il sortit une tablette de sa sacoche. Un de mes anciens contacts m'a fait parvenir ceci.
Des documents déclassifiés datant des années 80. À l'époque, un projet secret nommé Oracle étudiait déjà la communication quantique. 40 ans avant Moreau. Claire était stupéfaite. Le projet a été officiellement abandonné après des résultats non concluants. Mais regardez le nom du superviseur scientifique. Marc se pencha sur le document. Professeur Antoine Moreau. Le père de Jean-Pierre Moreau, confirma Keller. Ce n'était pas une découverte fortuite. Le docteur Moreau poursuivait des recherches initiées par son père. Claire se mit à faire les 100 pas, son esprit scientifique en ébullition. Cela expliquerait certaines anomalies dans ses équations. Il ne partait pas de zéro, il disposait déjà d'une base théorique. Mais pourquoi Wagner et son organisation s'intéressaient-ils tellement à ces recherches, demanda Marc. La communication quantique est révolutionnaire, certes, mais... Ce n'est pas seulement une question de communication, l'interrompit Claire. Les équations que nous avons déchiffrées suggèrent quelque chose de plus vaste. La technologie de Moreau ne se contente pas de transmettre des informations, elle manipule la structure même de l'espace-temps à l'échelle quantique. Un silence pesant s'installa dans la chambre voûtée. Les implications étaient vertigineuses. Wagner parlait de « secrets protégés depuis des décennies, se souvint Marc. Et si l'organisation existait depuis l'époque du projet Oracle? Si le père de Moreau avait découvert quelque chose qui... Son téléphone vibra soudainement, le faisant sursauter. Un message d'un numéro masqué, la vérité se cache dans les intervalles entre les signaux. C'est lui, souffla Claire. Ça ne peut être que Moreau. Keller était déjà en train d'analyser le message sur sa tablette. Le numéro est intraçable, mais le signal provient, c'est impossible, il provient simultanément de 3 endroits différents. La technologie quantique, murmura Claire. Il l'utilise pour nous contacter. Marc commença à faire défiler les photos sur son téléphone, s'arrêtant sur celle de l'enveloppe trouvée dans la clairière, le jour de la disparition du vol 7B. Les symboles qu'ils avaient pris pour un simple code. Ce n'était pas qu'un message, réalisa-t-il. C'était un plan. Une carte. Ces symboles correspondent aux points sur votre carte, Claire. Les signatures énergétiques. Des balises, compléta Keller. Moreau a créé un réseau de points de transmission quantique à travers l'Europe. Claire se précipita sur son ordinateur, superposant les 2 cartes. Les points s'alignaient parfaitement, formant une configuration complexe. Il nous guide, dit-elle doucement. Depuis le début. La disparition du vol 7B, les indices laissés dans le bunker, tout ça fait partie d'un plan plus vaste. Un nouveau message apparut sur le téléphone de Marc, des coordonnées, suivies d'une date et d'une heure. Dans 3 jours, à minuit. C'est dans les Pyrénées, nota Keller en vérifiant la position. Une ancienne station de recherche atmosphérique abandonnée. Marc regarda ses 2 compagnons. Ils avaient déjà risqué leur carrière, leur vie même, pour cette enquête. Étaient-ils prêts à plonger plus profondément encore dans le mystère? Si nous y allons, dit Claire, nous devons être préparés à tout. Ce que Moreau a découvert, cela pourrait changer notre compréhension fondamentale de la réalité. Ou nous conduire à notre perte, ajouta sombrement Keller. Marc pensa à son article, prêt à être publié. Le mystère du vol 7B résolu, un titre qu'il devrait peut-être reconsidérer. Je crois, dit-il lentement, que nous n'avons pas le choix. Quelle que soit la vérité, le monde doit la connaître. Claire sourit, son expression mêlant appréhension et excitation. Alors, prêt pour une nouvelle enquête? Plus que jamais, répondit Marc. Ils émergèrent des catacombes dans la lumière de l'après-midi parisien. Les passants vaquaient à leurs occupations, ignorant tout des mystères qui se tramaient sous leurs pieds, dans les airs au-dessus de leur tête, dans les interstices invisibles de la réalité. Dans son bureau, plus tard ce soir-là, Marc regarda une dernière fois la une du journal qui ne serait jamais publié. Puis il ouvrit un nouveau document et commença à écrire. L'histoire que vous allez lire n'est pas celle du vol 7B. C'est l'histoire d'une vérité trop vaste pour être contenue, d'un mystère qui ne fait que commencer. Et peut-être, au bout du compte, l'histoire de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message, toujours du même numéro masqué, le premier signal n'était qu'un écho. Préparez-vous pour la véritable transmission. Dehors, la nuit tombait sur Paris, et quelque part dans les Pyrénées, une ancienne station de recherche attendait dans l'obscurité, gardienne de secrets qui dépassaient l'imagination. La véritable enquête ne faisait que commencer.